Bon, c'est quoi ce bazar? Ça fait des années que vous bossez sur ce film et vous n'êtes même pas foutu de tomber d'accord sur un scénar. Vous êtes aussi lent que les films rudimentaires à sortir la partie 2. Mais patron, il y a tellement de personnages et de possibilités scénaristiques que ça prend du temps de faire un tri. Mais tu vas arrêter de me contredire avec ton accent pagnolien bidon? Juste, tu fais ce que je te dis et vous me sortez ce film. Non mais c'est vrai, quoi, ma patience a des limites, mais il faut pas exagérer. Salut tout le monde et bienvenue sur les films rudimentaires et ça y est, après un léger laps de temps, je sors la deuxième partie sur les idées abandonnées d'Alice au Pays des Merveilles par Disney. Il y a évidemment une raison qui explique cet écart aussi important entre les deux vidéos. Et un remaniement du script. Bref, on est reparti pour le Pays du Merveilleux. La dernière fois, on s'était arrêté au script abandonné du romancier Aldous Huxley, qui était un peu plus expérimental et s'était vu rejeté par Disney. Celui-ci va s'embourber dans plusieurs propositions de scénario et à la fin des années 40, il va sélectionner au hasard l'un des derniers en date, mais qui n'arrêtera pas d'être retravaillé, même en plein tournage. On avait vu dans la vidéo du Jabberwocky que des scènes pouvaient être coupées en pleine phase d'animation, et il n'est pas inenvisageable que ça ait été le cas pour d'autres séquences, trahissant peut-être un certain manque d'encadrement du projet. Ça va provoquer un tel retard que le calendrier des sorties en sera bouleversé. À la base, Alice devait sortir avant Cendrillon, mais ils n'auront pas le choix de faire l'inverse. Disney est bien déterminé à aller au bout de son projet, malgré plusieurs défis qui vont se présenter. D'une part, après la Paramount en 1933, il doit à nouveau faire face à la concurrence avec la sortie d'un film rival en 1949, soit au moment où la production de sa version est bien entamée. On raconte que cette coproduction franco-britannique, dans laquelle le personnage d'Alice, joué par Carol Marsh, côtoie des marionnettes animées image par Lou Benin, aurait vu sa sortie américaine être sabotée par Walt Disney et son armée d'avocats. Pour lui, il n'y a que sa version qui compte et aucun grain de sable ne sera toléré. D'autre part, les créatifs du studio peinent à donner corps au récit et à réaliser un découpage définitif. Un nombre conséquent de personnages, d'idées et de chansons seront donc délaissés, et bien qu'une grande partie soit jalousement gardée dans les archives, pas mal de choses ont fuité sur le web. Mais trêve de bavardage, il est temps de voir tout ça en détail. Outre le Jabberwocky qu'on a traité individuellement, le bestiaire du Pays des Merveilles aurait pu être encore plus riche. Les scénaristes n'ont pas hésité à piocher dans les écrits de Lewis Carroll, même Alice, voire ont inventé leur propre créature. On commence avec Humpty Dumpty, l'œuf sur son mur, personnage issu d'une très fameuse devinette anglo-saxonne que Lewis Carroll reprendra à son compte dans De l'autre côté du miroir. Une chanson lui a été écrite, reprenant simplement la devinette qui l'a rendue célèbre, mais aucune image n'ayant été divulguée, on ignore s'il a dépassé le stade d'écriture avec des dessins préparatoires. Chose intéressante, c'est que le concept de non-anniversaire, qui est le moment célèbre du film, avait à l'origine été créé pour lui, mais il a paru plus logique aux auteurs de l'attribuer au chapelier fou et aux lièvres, étant donné qu'ils sont en permanence attablés à prendre le thé. Disney utilisera Humpty Dumpty dans des productions ultérieures, comme par exemple des courts-métrages, et surtout le film Alice de l'autre côté du miroir sorti en 2016. Parmi les autres éléments du roman de Lewis Carroll tout aussi inspiré de la culture britannique, on trouve le lion et la licorne, symbole du Royaume-Uni. Lorsqu'Alice les rencontre dans De l'autre côté du miroir, ils se battent pour une couronne. On ne sait pas quelle direction ont pu prendre les scénaristes avec eux, une chanson leur a été dédiée, nommée If You'll Believe in Me, sans toutefois permettre d'en développer davantage. Peut-être parce qu'il y avait déjà assez de personnages fonctionnant en duo, ils ont été écartés. Ils auraient également dû apparaître dans Alice de l'autre côté du miroir, en devenant les sbires du temps incarnés par Sacha Baron Cohen. Mais comble de malchance, ils ont également été retirés de ce film. Dans la première partie, on avait fait un résumé du scénario d'Al Perkins, rédigé en 1939. Et il y avait pas mal de personnages sur lesquels je n'avais pas trop insisté, ou que j'ai même carrément mis de côté. Pour certains, je ne savais pas précisément à quel moment ils devaient apparaître. C'est le cas notamment du chiot géant. Comme dans le roman, Alice le rencontrait en forêt, et à ce moment-là, elle est minuscule face à un chiot gigantesque. Celui-ci la poursuit en voulant innocemment jouer avec elle, manquant de l'écraser. Mais le chat de Cheshire apparaît et le fait d'étaler comme un lapin. Dans la scène de la maison du lapin blanc, comme dans le livre, celui-ci confond Alice avec une servante nommée Marianne. Al Perkins l'a fait apparaître dans son script, sous les traits d'une souris. C'était elle qui appelait d'autres animaux à la rescousse du lapin, en s'en prenant à Alice. Ce sera une constante dans la production, où pas mal d'éléments qui avaient été étoffés chez Perkins seront finalement plus limités dans la version finale. On insistera moins par exemple sur les animaux accompagnant le dodo dans la séquence de la plage. Et pour les oiseaux de l'arbre scandalisés par le gigantisme d'Alice, il n'en restera finalement qu'un. Un autre personnage avait subi le même sort. Coupez-lui la tête, c'est la phrase fétiche de la reine de cœur, et elle aurait dû avoir un bourreau pour exécuter la manœuvre, mais qui sera finalement laissé hors champ. Ce qui est peut-être une bonne chose, s'il avait été intégré au film, on l'aurait ajouté à la longue liste des traumas d'enfance gracieusement offerts par Disney. Je vous en prie. La forêt de Tulgey a également vu certaines créatures être mises de côté, par exemple un oiseau parapluie ou une tête de tigre pondant des œufs.
Alice aurait également pu rencontrer le Chevalier Blanc, qui dans le roman tombe de cheval et récite des poèmes. La bouteille parlante, une création originale des scénaristes que j'avais mentionnée dans la partie 1, a été remaniée plusieurs fois avant son remplacement par la poignée de porte, passant d'une joyeuse bouteille anthropomorphe à un personnage encore plus extravagant nommé le Dr Bottle, et qui aurait plusieurs fois changé d'apparence. La bobine Leica, qui composa le scénario d'Al Perkins en 1939, lui attribuait même la voix originale de Jiminy Cricket, Cliff Edwards. On termine cette partie avec le Griffon et la simili-tortue. Bon, je les avais déjà mentionnés dans la partie 1, mais je voulais y revenir car ils ont une histoire intéressante, puisqu'ils sont sans doute les personnages à avoir connu toutes les étapes de la production avant d'être finalement laissés de côté. Ils étaient présents dans le traitement d'Al Perkins, et ils sont passés dans les mains de tous les artistes ayant bossé sur le film avant de se voir attribuer un design définitif. Ce qui pourrait indiquer que le scénario final qui a été choisi par Disney les faisait initialement apparaître. Difficile de savoir si des scènes avaient été tournées puis coupées comme on l'avait vu avec le Jabberwocky. Si c'est le cas, on peut spéculer sur leur possible lieu de rencontre. Peut-être après la scène de Tweedledee et Tweedledum, puisque le griffon et la tortue sont censés se trouver sur la plage qui est à proximité des jumeaux. Ils sont finalement apparus dans une publicité pour la marque Jell-O avec leur design final. S'ils étaient restés dans le film, on aurait eu droit à une très grande séquence très ambitieuse où les deux invitaient Alice à participer à un quadrille de homards sur lequel les dessinateurs semblent s'être bien amusés. Plusieurs scènes ou idées de scènes ont bien évidemment été envisagées avant d'être coupées. On va revenir sur le Jabberwocky. On l'avait largement traité dans la vidéo dédiée, vers laquelle je vous renvoie. Ceci dit, plusieurs approches ont été avancées pour le faire apparaître. L'une d'entre elles, réalisée par Bill Pitt, voyait le monstre apparaître sous un jour plus humoristique, tentant d'attraper Alice. Mais celle-ci ne semble pas faire attention à lui et il fait plusieurs chutes ridicules façon Ville Coyote. Un élément que Bill Pitt semble avoir recyclé pour le loup essayant de manger Moustique dans Merlin l'Enchanteur. Le traitement d'Al Perkins a vu pas mal d'éléments du procès d'Alice être considérablement réduits. Par exemple, le chat de Cheshire y faisait plusieurs apparitions magiques, notamment en tant que juge. Le valet de cœur, qui ne fera qu'un très bref caméo dans le film, devait également jouer un rôle humoristique, en proposant d'exécuter Alice en l'envoyant dans les airs avec un canon. Il faisait un essai public, mais l'arme se retournait finalement contre lui, se faisant exploser la figure. Dans un ancien scénario, plus conforme au roman original, Alice était accusée d'avoir volé les tartelettes de la reine, eux-mêmes volées par le valet de cœur. Quand le projet a été entamé à la fin des années 40, certaines idées de scène ont été rejetées, parfois au dernier moment. Ça a été le cas de la poursuite de fin qui était bien plus longue à l'origine. Bill Pitt avait élaboré une grande scène de labyrinthe dont il ne restera que quelques portions. Je ne dirais pas qu'on a affaire, encore une fois, à des scènes qui auraient été animées puis coupées, mais certaines interviews de Bill Pitt semblent aller dans ce sens, mentionnant que le montage devait être très différent et beaucoup plus se focaliser sur le sentiment de peur. Pour introduire le spectateur à la folie ambiante du sujet, Al Perkins avait imaginé une introduction voyant Dinah, le chat d'Alice, se mettre soudainement à parler. Elle tentait même d'empêcher sa maîtresse de suivre le lapin blanc dans son terrier. Certains scripts la verront au contraire partir à la poursuite du lapin, ce qui aurait donné une raison autre que la curiosité à Alice pour se rendre au pays des merveilles. Il a fallu trouver un élan psychologique à l'héroïne, ce qui valut aux scénaristes de s'arracher les cheveux sur ce personnage, parfois sur des sujets divers. Ils ont par exemple débattu sur le fait que le personnage devait avoir un accent particulier qui aurait à la fois contenté les fans britanniques du livre, tout en étant parfaitement intelligible pour un public américain. Plusieurs idées émaneront de ce débat, par exemple ils ont envisagé de lui donner un accent canadien, voire australien. La solution viendra tout naturellement avec Catherine Beaumont, une jeune actrice londonienne qui sera choisie pour incarner la voix d'Alice, puisque son accent avait des couleurs anglaises tout en étant parfaitement acceptable pour une oreille américaine. Une scène sous-marine designée par Mary Blair, qui n'a pas été retenue, montrait Alice nager dans l'océan, dans laquelle on peut voir qu'elle a une bulle lui permettant de respirer sous l'eau et qu'elle se fait attaquer par des crabes géants. L'une des introductions alternatives du film comportait le traditionnel livre s'ouvrant au spectateur, livre apparaissant d'ailleurs au début de Pinocchio. Nous y voyons ensuite Alice observant les nuages, ceux-ci prenant différentes formes, et elle voit également des arbres danser. Cette intro alternative nous fait entrer dans son imagination de manière plus directe, plus littérale, sans avoir à s'embarrasser de dialogues redondants. On ignore si cette séquence devait être accompagnée d'une chanson, ce qui nous fait une excellente transition pour évoquer Alice est sans doute l'un des films ayant vu le plus grand nombre de chansons être remisées. En voici quelques-unes. Dream Caravan devait être entonnée par la chenille pour évoquer ses rêves. La chanson faisant l'apologie des visions qu'elle a en faisant des ronds de fumée avec son hookah, l'équipe n'a sans doute pas voulu faire de référence trop directe à la drogue et l'ont peut-être supprimée pour cette raison. I'm Hot devait être la chanson du chat de Cheshire. Elle est volontairement contradictoire et met en exergue la bizarrerie du félin félon. Haha. Elle a été supprimée par volonté de Walt Disney de placer le poème du Jabberwocky.
À ce moment-là, il était décidé que le dragon serait intégré au film et il fallait l'introduire avec le poème censé mettre Alice en garde, et qui sera donc attribué au chat de Cheshire. Poème qui, dans un ancien scénar, aurait tout aussi bien pu figurer à la place de l'histoire du morse et du charpentier prononcée par Tweedledee et Tweedledum. Plusieurs chansons étaient dédiées au chapelier fou, la plupart faisant l'apologie de sa folie, mais celle du non-anniversaire a finalement primé. Évidemment, plusieurs créatures rejetées du scénario avaient leurs chansons dédiées. C'est le cas notamment de la simili-tortue, qui devait soliloquer en pleurant devant sa soupe, ainsi que du bourreau qui devait être introduit sur une marche funèbre. Mais la chanson abandonnée la plus célèbre se trouve à nouveau à l'intro du film, avant qu'Alice n'entre dans le terrier du lapin. Dans la version finale, elle entonne Le Pays du Merveilleux. À l'origine, elle devait chanter Beyond the Laughing Sky, qui est une chanson que vous connaissez très bien puisque la mélodie a finalement servi pour le générique de Peter Pan. Le choix de l'avoir remplacée par Le Pays du Merveilleux vient du fait que Catherine Beaumont était anxieuse à l'idée de chanter Beyond the Laughing Sky, préférant la seconde chanson qui lui semblait moins insurmontable. On arrive bientôt à la fin de cette sélection et de ces deux parties consacrées aux idées rejetées du film. Et alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Est-ce que ces esquisses n'ont finalement servi à rien ? Est-ce qu'elles ne sont destinées qu'à rester pourrir dans une salle d'archives à prendre la poussière ? Pas du tout. Non seulement ces idées pour certaines ont été réutilisées plus tard dans d'autres médias, mais elles ont également suscité un véritable engouement de la part des fans. Par exemple, certaines créatures qu'on a pu voir dans cette partie ont finalement été introduites dans la bande dessinée adaptant De l'autre côté du miroir, sortie en 1952, comme Le lion et la licorne, Humpty Dumpty et Le chevalier blanc. Le chiot géant, quant à lui, est apparu dans la réadaptation du livre par Tim Burton en 2010. I'm Odd, la chanson originelle du chat de Cheshire, a eu droit à son arrangement musical dans les années 2000, chanté par Jim Cummings, qui est une légende dans la création de voix aux USA. Certains designs ont également servi d'inspiration pour le film de Burton. Par exemple, le chapelier fou, joué par Johnny Depp, reprend des coloris d'une ancienne esquisse de Mary Blair. Des livres ont été consacrés aux dessins préliminaires. Il y a entre autres l'ouvrage de l'historien d'animation Pierre Lambert, qui est un making-of du film, une adaptation du roman reprenant les dessins de David Hall, sorti dans les années 80, mais aussi un livre pour enfants sur le poème de Jabberwocky avec les dessins préparatoires de Tom Oreb issus d'une scène coupée. Mais l'artiste disneyen qui recevra le plus de crédit sur son travail pour le film reste incontestablement Mary Blair. En dépit des efforts fournis par les scénaristes et les storyboarders, c'est elle, grâce à leurs dessins et leurs aspects stylisés, qui va déterminer la direction artistique du film. Plusieurs arrière-plans sont repris directement de ses dessins et elle a clairement posé la colorimétrie. Il n'est donc pas étonnant que des livres sur son travail pour Alice lui aient été dédiés, ainsi qu'une adaptation du roman en livre par John Chichka reprenant ses dessins. En dehors de la sphère artistique, ces idées rejetées ont également inspiré un grand nombre de fans à travers le monde, principalement à l'ère d'Internet. La chanson Beyond the Laughing Sky, telle qu'elle a été écrite à la base pour le film, a par exemple fait l'objet de covers dans des vidéos amateurs. Une fan a carrément proposé de créer une animatique de la séquence de Humpty Dumpty en se servant de la piste audio du film de Paramount sorti en 1933. Et bien sûr, un nombre impressionnant de fanarts ont été publiés, extrapolant sur des concepts abandonnés. Alice au Pays des Merveilles est sorti au mois de juillet 1951. Les critiques ont été assassines, le film n'arrivant pas, selon eux, à retranscrire l'essence du roman de Lewis Carroll, ce qui conduisit Walt Disney à renier son long métrage. Et pourtant, c'est un film qui continue de fasciner, tant il est empreint d'une folie créative qui le rend unique. C'est l'un des films que j'ai le plus regardé dans mon enfance, et il reste l'un de mes deux grands classiques Disney préférés. Je ne sais pas si une suite était prévue dans les années 2000, à l'époque où Disney Toon produisait des suites pour le marché vidéo, mais je ne serais pas étonné si ça n'avait pas été au moins évoqué pendant une réunion, auquel cas ça aurait été génial s'ils avaient repris des personnages ou des concepts abandonnés. Quand bien même les travaux réalisés par tous ces artistes n'ont pas survécu au stade de validation par Disney, ils ont réussi quelque chose d'unique. Ils ont su traverser le temps et trouver un public curieux de connaître les dessous du film, de se demander ce qui aurait pu être et jusqu'où le voyage d'Alice dans cet étrange pays aurait pu la mener. À l'instar du roman qui aura inspiré tant de dessinateurs au sein du studio Disney et à travers le monde, comme Salvador Dali ou Benjamin Lacombe, ces idées ont su traverser le temps et inspirer un public de fans. Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, ils inspireront aussi de futurs artistes ou de futurs réalisateurs. Je vous remercie d'avoir suivi ces deux vidéos. Elles n'ont pas été faciles à réaliser, il a fallu plusieurs fois emprunter des chemins différents et faire des compromis. Mais je suis heureux de les avoir enfin terminés. On n'en a peut-être pas fini avec Alice, mais j'ose espérer que ces deux vidéos vous auront pleinement satisfait. Je vous remercie de les avoir suivis et on se retrouve la prochaine fois pour une seconde là. Dans la première partie, on avait résumé un ancien scénario, celui de Hall et Perkins, et vous aviez adoré ça. Il n'y a donc aucune raison qu'on n'en fasse pas de même avec cette deuxième partie. Je vous propose donc le résumé d'une ancienne monture, datée cette fois de 1943, constituée de storyboards réalisés
par des artistes anonymes, je ne sais pas qui c'est. Il s'agit peut-être de Joe Grant ou de Joe Rinaldi, ça ressemblerait un peu à leur style, mais je n'en suis pas sûr. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à la partager. Certaines scènes étant manquantes, il y aura des ellipses. Alors installez-vous, prenez du popcorn et on est parti. L'histoire commence dans une campagne, aux abords d'une chaumière. Alice est en train de jouer avec son chat Dina. La caméra plonge dans l'œil du félin pour révéler le lapin blanc, évidemment en retard. Alice le poursuit après lui avoir rendu les lunettes qu'il avait perdues, entraînée par Dina, qui semble ici vouloir entraîner sa maîtresse au fond du terrier. Elles font toutes les deux une chute a priori sans fin, où quelque chose d'étrange se produit. Dina change de taille, devenant plus grande, et arbore un sourire des plus sardoniques. Puis elle disparaît, laissant Alice seule dans une pièce remplie de portes très petites, poursuivant le lapin qui s'y faufile. L'une des portes est également empruntée par Dina, toujours avec ce sourire vraiment bizarre quand même. Alice boit apparemment un sundae vanille fraise qui la rend minuscule, puis mange un gâteau qui la rend géante. La suite, vous la connaissez, elle pleure car elle est trop grande pour passer les portes, elle crée un océan de larmes et elle boit son sundae chocolat pistache pour rétrécir. Entraînée par le courant, elle échoue sur une plage et tombe sur une dispute entre deux créatures étranges. Il s'agit du griffon et de la simili-tortue, en plein désaccord sur la façon de danser un quadrille. Deux personnalités bien distinctes nous sont alors présentées. La simili-tortue est un être mélancolique, en pleine crise d'identité, du fait qu'il soit une créature hybride, mi-tortue, mi-bœuf, la faisant pleurer abondamment, tandis que le griffon nous apparaît comme étant enthousiaste et plus rentre-dedans, débordant d'énergie et trouvant n'importe quelle excuse pour danser de manière endiablée. Comme si elle voulait montrer qu'elle pouvait être une jonction entre ces deux tempéraments, Alice exécute une valse gracieuse avec les vagues au bord de la plage qui suivent magiquement le mouvement. Elle est alors rejointe par les deux compères, et c'est un trio brinque-ballant de gauche à droite qui danse en volant. La séquence va encore plus loin lorsque des homards s'invitent à la fête et que les personnages improvisent un extraordinaire quadrille. On est alors dans une vraie comédie musicale façon MGM avec un déluge de numéros spectaculaires. La scène se conclut en apothéose lorsque l'héroïne chevauche sa crustacée qui l'entraîne au loin dans l'océan. Elle a tout juste le temps d'apercevoir le lapin blanc dans une barque avant de sombrer dans l'océan, se retrouvant nez à nez avec un poisson qui prend la forme d'un chat. Alors l'océan disparaît et le décor devient une forêt. Alice se mettant à converser avec ce chat souriant. Il nous apparaît alors évident qu'il s'agit de Dina et qu'elle semble avoir muté en chat de Cheshire. Le félin s'efface en ne laissant que son sourire sinistre, et la jeune fille continue son chemin jusqu'aux habitats du chapelier fou, du lièvre de Mars et du Loir, tous les trois attablés à prendre le thé en chantant. Le chapelier et le lièvre sont bien sûr montrés comme étant fous, prenant une sorte de plaisir sadique à malmener le Loir. Il semble également éprouver une certaine répulsion quant au fait de devoir laver les tasses et les cuillères, ce qui en fait des gens vraiment très sales. Non! Nous ne serons jamais esclaves de l'évier. Nous préférons casser les tasses après utilisation. Comme dans le scénario final, la séquence est absurde, les dialogues n'ont aucun sens, le duo passe leur temps à changer de place et à éprouver la patience d'Alice. Voulez-vous un peu de confiture? J'ai peur de ne pas pouvoir l'atteindre. Formidable, nous avions peur que vous puissiez l'atteindre. Dans un accès de folie, il décide même carrément d'introduire de force le Loir dans une théière. C'est alors qu'apparaît le lapin blanc, cette fois sur un Gambi, et le chapelier s'empare de sa montre pour la réparer, parce qu'elle retarde de 2 jours. Comme vous le voyez, le scénario n'a pas trop changé sur ce passage, on retrouve pas mal d'éléments qui ont été conservés. Le gros changement notable étant l'ajout du concept de non-anniversaire pour dynamiter le rythme. Puis-je avoir un peu de sucre, s'il vous plaît? Une cuillerée, n'est-ce pas? Oui, je vous en prie. Merci. On a une ellipse où Alice se retrouve minuscule dans un jardin où les champignons sont immenses. Elle retrouve le chat de Cheshire qui la fait danser sur un champignon, puis rencontre un duo de chenilles, l'une fumant un hookah et l'autre ressemblant à un lutin longiforme et qui fait danser Alice avec ses 1000 pattes. Nouvelle ellipse, sans doute, où on voit Alice s'enfuir vers une porte et tombe sur le lapin blanc qui révèle pourquoi il est en retard. Il a reçu une invitation pour un événement très spécial, une sorte de réception, apparemment. Alice décide de s'y rendre, invitée ou non. Après avoir aidé le lapin à essayer plusieurs paires de lunettes, puisqu'il a cassé les siennes, elle emprunte une porte qui l'amène vers un jardin défraîchi et délabré. Elle tombe ensuite sur des cartes jardiniers qui veulent peindre en rouge des roses blanches et peindre en blanc des roses rouges. À l'approche de la reine de cœur, il s'enfuit, mais il remet une clé à Alice. Apparaît alors le chat de Cheshire qui joue au fameux jeu du tu chauffes, tu brûles pour mener Alice à la porte qu'ouvre la clé. Elle sert à ouvrir une remise où se trouve le matériel de jardinage. La jeune fille a tout intérêt à mettre au propre le terrain si elle ne veut pas se faire couper la tête. C'est alors que les balais, les cisailles, les pelles et même les tondeuses prennent vie et se mettent à l'ouvrage, un peu comme les balais dans Fantasia.
On assiste à un nouveau gros morceau musical où le matériel exécute les tâches comme s'il s'agissait d'un spectacle de Broadway, avec les échelles qui simulent un lever de rideau et les arroseurs qui prennent la forme de danseuses de ballet. Alice se joint à la danse et le travail est accompli avec une certaine orfèvrerie. Nouvelle ellipse qui se déroule cette fois à la fin du procès d'Alice, elle est poursuivie par la reine de cœur et tous les personnages qu'elle a rencontrés. Poursuite où elle passe son temps à rapetisser et à s'agrandir. Elle est plusieurs fois sauvée par le chat de Cheshire, tandis que le chapelier et le lièvre font diverses apparitions pour la désorienter. Un coup ils sont des têtes accrochées à des murs, un coup ils sont dans des coffres. Elle tombe finalement du château, faisant une chute spectaculaire, puis elle se réveille dans les champs où elle se trouvait au début du film, émergeant d'un rêve plutôt éprouvant. Elle retrouve avec joie Dina, qui a retrouvé sa forme originelle, et constate que les lapins sont à nouveau normaux. C'est tout! Si vous voulez plus de thé, abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo.